Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale ORTM 1. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité qui porte ce soir sur la corruption et ses impacts dans notre pays. Le processus engagé pour la refondation de notre État par les autorités de la transition est irréversible. Et un des piliers de cette refondation est la lutte contre la délinquance financière sur toutes ses formes. C'est ainsi que les plusieurs autorités qui ont mis en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption s'étendant sur une période 2025 à 2030 et qui cible le renforcement de la transparence, l'intégrité et la recevabilité des institutions avec un accent particulier sur la jeunesse et la justice pour restaurer la confiance publique. Chapeautée par le ministère de la refondation de l'État, cette stratégie s'appuie sur un plan d'action quinquennal avec en ligne des mires des sensibilisations et des recommandations entre autres. Alors, quels sont les principaux axes de cette stratégie? Quel est le processus de mise en œuvre du document et les défis? Quelles sont les stratégies de mise en œuvre des actions prévues pour une meilleure vulgarisation et les résultats attendus? Nous aurons la réponse à toutes ces questions avec les acteurs du document qui sont en plateau avec nous. Il s'agit du Dr Aboukara Konaté. Il est le secrétaire permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Bonsoir, monsieur Konaté. Bonsoir, monsieur Aldiouma. Et également, monsieur Ibrahima Silla, consultant. Il est spécialiste anticorruption. Bonsoir, monsieur Silla. Bonsoir, monsieur Silla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le document élaboré sur la stratégie nationale sur la lutte contre la corruption est un manuel comportant 89 pages prévoyant un plan d'action quinquennal. Alors, intéressons-nous d'abord à la définition. C'est quoi la corruption? Monsieur Ibrahima Silla, consultant spécialiste anti-corruption. Merci beaucoup. La corruption a plusieurs définitions. Disons que une des définitions les plus simples, c'est celle qu'en donne Transparency International, qui dit que la corruption, c'est l'abus du pouvoir public ou privé pour satisfaire des intérêts particuliers. Donc, mais pour ce qui nous concerne ici au Mali, il y a ce qu'on appelle désormais la loi 2024-027 qui est le code pénal, qui va un peu plus loin que ça, qui définit non seulement ce que c'est que la corruption, mais donne ce qui est assimilable à la corruption. Et en plus, le code pénal, pour chaque fait assimilable qu'on appelle les infractions assimilables à la corruption, le code pénal donne la définition, donne ce qu'on encourt quand on est auteur d'un de ces actes et les punitions, je dirais, et que la personne qui est auteur, qui est autrice de ces actes, la punition qu'elle mérite. Donc pour moi, au lieu de s'arrêter simplement à une définition, je proposerais plutôt à chaque Malien qui est capable d'aller lire ce document pour se faire une idée. Il y a plusieurs éléments. Il y a la fraude, il y a l'abus de confiance, il y a l'abus des biens publics, le népotisme, beaucoup d'éléments comme ça qui sont dits comme ça dans notre vocabulaire de tous les jours, mais en oubliant que c'est des faits de corruption qui sont punis par la loi. Donc, je préfère que les gens lisent par eux-mêmes. Alors, monsieur le secrétaire permanent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la corruption, la définition? La corruption, c'est vraiment un phénomène mondial qui touche pratiquement tous les secteurs de développement de tous les pays. Au regard de l'ampleur de ces phénomènes et de ses effets néfastes, il retient l'attention des organisations de la société civile, du secteur privé, mais aussi des décideurs, du fait de ses conséquences désastreuses sur le développement de nos nations. Une définition standard étant très difficile à donner, nous estimons qu'on peut quand même considérer la corruption comme toutes les formes de déviance consistant à abuser des positions publiques
ou prérogatives officielles afin d'en tirer un profit personnel. C'est bien compris. Merci. Vous êtes le secrétaire permanent, la cheville ouvrière de la stratégie. Alors, pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de la corruption au Mali? Est-ce un phénomène isolé ou, comme on l'entend souvent, un problème systémique ancré dans l'administration et la société? La corruption étant un phénomène mondial, et j'ai dit qu'aucun pays n'échappe à ces phénomènes, donc ce n'est pas propre au Mali seulement. Je dirais que ce n'est pas un phénomène isolé, dans la mesure où un fait de corruption peut aboutir à d'autres beaucoup faits ou à d'autres, peut causer d'autres victimes, quoi, en principe. Et au Mali, nous constatons, comme d'autres pays, qu'il y a ces deux formes de corruption qui existent de façon générale. Je pense qu'on va revenir sur les différentes formes de corruption. Les différentes formes de corruption. Absolument. Donc, je vais dire tout simplement que l'acte n'est pas isolé, parce que lorsqu'on tolère un fait de corruption, ça peut aboutir à d'autres faits de corruption. Donc, ce n'est pas un acte isolé, vraiment. Alors, monsieur Silla... Oui, sur ce point, j'ajouterai à ce qu'a dit monsieur Konaté que la corruption au Mali est systémique. Dans le sens que la corruption se retrouve dans tous les domaines de l'État. C'est-à-dire que la situation au Mali, elle est toujours préoccupante. Oui, elle est préoccupante, pas qu'au Mali. Pas qu'au Mali, la corruption, à la suite de M. Konaté, la corruption est un phénomène inquiétant et qui est un peu partout dans les pays. J'ajouterais simplement que, oui, nous avons une situation particulière qu'il faut dire, peut-être pour que les gens s'en prennent conscience. C'est que Transparency International procède à ce qu'on appelle le classement mondial des pays sur la base de l'IPC, c'est-à-dire l'indice de perception de la corruption. Sur 180 pays classés en 2022, le Mali était 137e. Et en 2024, le dernier rapport dont on dispose, le Mali est 135e. Juste pour donner une idée, dans le cadre dans lequel nous sommes, le Niger est 107e, alors que nous sommes 135e, et le Burkina est 82e. Donc c'est pour dire que il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Nous sommes dans une situation qui n'est pas très rose par rapport à cette thématique de la corruption. Voilà, donc vous venez de parler un peu du classement de Transparency International. La situation n'est pas réluisante au Mali. Alors, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Alors, les causes, si on veut parler des causes de la corruption, il y a deux catégories. Il y a les causes qui relèvent de l'homme, de la société, et il y a les causes qui peuvent relever du système tout court. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que nous avons hérité de notre culture, de la culture de nos ancêtres, qui comporte des valeurs qui ont leur avers et leur revers. Je crois qu'il est temps qu'on se dise ça. Des valeurs comme par exemple ce qu'on appelle le Sinanguya en Babara, des valeurs comme la parenté, des valeurs comme le voisinage, etc., sont des valeurs qui nous permettent de vivre en communauté dans notre société. Cependant, lorsque on est en face de la chose publique, ces valeurs, lorsqu'on les utilise, deviennent des faits encourageant le phénomène de corruption. C'est lamentable. Donc, on met en avant ce rapport social, cette valeur sociale, les pesanteurs socio-culturels, exactement, au détriment de la chose publique qu'on veut protéger, parce que vous posez la question autour de vous. Pour nous, Maliens, le bien public n'appartient à personne. En particulier
Alors, donc, si j'en abuse, de quoi vous mêlez? Taisez-vous. Voilà la perception qu'on peut lire dans le comportement de certains Maliens par rapport à la question de corruption. De corruption, et c'est une des causes. L'autre cause qui est le système, au Mali depuis tout le temps, je crois, il y a eu des politiques ou des mesures de lutte contre la corruption, mais qui n'ont jamais, en tout cas jusqu'à présent, qui n'ont pas permis de stopper le phénomène, d'arrêter le phénomène. C'est tout simplement dû au fait que ces mesures, quelquefois, sont incomplètes, sont mal portées, manque de moyens pour les mettre en œuvre. Donc ça fait partie aussi des causes qui expliquent un peu la persistance de la corruption. On l'a dit, depuis si longtemps, on est dans le dernier carré des pays en termes de lutte contre la corruption et de succès par rapport à ça. C'est dû simplement au fait que les moyens que nous avons utilisés jusqu'ici n'ont pas été suffisants, les techniques n'ont pas été suffisantes. Je parle ici de technique parce que le délinquant, le corrompu, dès que vous proposez une mesure, une réglementation, une loi pour lutter contre la corruption, il se met à réfléchir sur comment contourner la mesure. Alors, si vous êtes en retard par rapport à lui, il y a des problèmes. Vous risquez de ne jamais pouvoir le rattraper et de résoudre le problème. Donc voilà ce qu'on peut en dire à ce stade-là. Monsieur le secrétaire permanent, qu'est-ce que vous avez à dire en termes de rajout par rapport à ce qu'a dit monsieur Sylla, puisque au regard de la situation, par rapport au classement, on voit que le Mali reste toujours dans le dernier carré des pays qui sont fortement impliqués dans ces fléaux. Alors, il a parlé des facteurs, des pesanteurs socio-culturels. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette persistance de la corruption au Mali? Pour ce que je peux ajouter sur ce que mon collègue vient de dire, l'expert, et ces pesanteurs peuvent connaître aussi le cas du genre. Nos femmes, les belles dames, très souvent, sont victimes de certaines pesanteurs, telles que on peut dire que la femme ne peut pas faire ça ou la femme doit faire ça. Je crois que compte tenu de cela, la femme a beaucoup plus encore d'autres spécificités qui vont être prises en compte pour pouvoir contrer effectivement la lutte contre la corruption. Donc il y a aussi certains facteurs que l'expert a dit, mais de façon globale, il y a l'insuivisme, si c'est vraiment avéré, ça amène vraiment la corruption. Il y a aussi la pauvreté, comme vous le savez déjà. Nos pays sont vraiment des pays, je ne veux pas dire que nous sommes pauvres, mais en tout cas, les citoyens se considérant comme pauvres peut vraiment être tenté d'aller vers la corruption. Et aussi, on en a même parlé dans le document que l'expert connaît aussi très bien, les manques de retenue face au bien public. Donc nous pensons que si ces facteurs sont pris en considération, nous pourrons vraiment lutter contre la corruption. Et pourtant, depuis bien longtemps, dans notre pays, il y a eu plusieurs structures qui ont été créées pour faire face au phénomène. Et jusque-là, il est en train de perdurer. Effectivement. Avec l'existence de beaucoup de structures. C'est-à-dire que ces structures ont montré leur inefficacité? Non. Depuis par le passé? Non, je ne dis pas que ces structures ont montré leur inefficacité, mais tout simplement, je vais dire que ces structures ont aussi besoin d'autres actions leur permettant effectivement d'assurer réellement leur mission. Je vais dire par là que, comme structure qu'on peut citer, il y a l'OCLEI qui existe, l'Office central de lutte contre l'investissement illicite. Il y a le bureau du vérificateur général qui existe. Il y a la CASCA, il y a la CENTIF. Il y a beaucoup d'autres structures. Et depuis 2024, il y a la Cour des comptes. Et en 2023, c'est la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui est carrément créée.
Parce que nous avons constaté que ces structures dont je viens de citer existent. Mais en réalité, il n'y avait pas de synergie entre ces structures-là. D'où la nécessité d'aller vers un cadre cohérent qui s'impose au Mali dans la mesure où nous avons même des engagements internationaux qui nous imposent effectivement de prendre en compte cette question de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc, pas parce que ces structures sont inefficaces, mais la stratégie va être un cadre global qui va encore amener et considérer ces structures-là comme des cadres opérationnels. Parce que pour la mise en œuvre des actions de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, il y a l'OCLI qui peut jouer un rôle, il y a le BVG qui peut jouer un rôle. Donc c'est vraiment une complémentarité et la stratégie va être ici un cadre cohérent et global de lutte contre la corruption ici. Donc je ne dis pas que ces structures-là sont inefficaces, mais la stratégie est créée pour vraiment amener de la synergie entre ces différentes structures qui existent au Mali. Merci, M. Adjou. Voilà, on parle, Monsieur le secrétaire permanent, de petite et de grande corruption. Alors, quelles sont les formes de corruption les plus courantes observées chez nous et quels sont les secteurs ou services publics et privés qui sont véritablement aperçus? Ça touche tous les secteurs de développement. Tous les secteurs? Tous les secteurs de développement, sans exception. Aucun secteur n'est épargné? Aucun secteur n'est épargné. Donc, je ne peux pas dire que dans tel ou tel secteur, il y a, de toutes les façons, ça existe dans tous les secteurs. Mais comment ces deux formes de corruption se perçoivent? Alors, en ce qui concerne la petite corruption, il faut comprendre qu'il y a les auteurs qu'il faut comprendre, qui sont les auteurs, et qu'est-ce que ça peut être... D'abord, la petite corruption, cela veut dire que ce n'est pas une grande corruption, ça n'a pas beaucoup d'effet. Dès lors qu'on parle de petite corruption... On regarde du mot corruption. Voilà, dès lors petite, ça veut dire que... petite corruption, voilà. Ça veut dire qu'à côté, il y a aussi la grande corruption. Mais ce sont les effets qu'il faut voir. La petite corruption, c'est ce qui est vécu de façon quotidienne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les jours, on peut vraiment constater des cas de petite corruption. À longueur de journée. Peut-être vous, en quittant la maison avant de venir au bureau, vous pouvez peut-être rencontrer 3 ou 4 cas de petite corruption. Au niveau de l'administration, on peut vraiment les constater tous les jours. Par exemple, quand un usager vient, il a besoin d'un document qui lui doit être produit pendant 2 jours ou pendant 3 jours. Il donne un pot de vin pour qu'il puisse avoir ça en 24 heures. Ça rentre dans le cadre de petite corruption. Où je fais une contravention, pour ne pas payer plus, je préfère donner un peu à l'autre et il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de reçu à cet effet. C'est une petite corruption. Mais ça peut se produire 1 millier de fois pendant la journée. Donc plusieurs petites corruptions peuvent vraiment donner un montant qu'une seule grande corruption peut aussi générer. Tel que le détournement de fonds, par exemple, ça peut être considéré comme de la grande corruption. Donc c'est pour dire que pour démarquer une différence entre ces deux, il faut voir qui les fait, il fait pourquoi et quel est le montant généré. Donc des deux cas, vraiment, voilà, on peut vraiment faire la différence. Donc il y a la petite corruption, mais il y a aussi la grande corruption. Ça, c'est pas vécu tous les jours, mais la petite corruption, ça c'est au quotidien et de façon, voilà, multipliée, quoi. C'est ça. Monsieur l'expert, la petite et la grande corruption. Oui, tout à fait. Je partage complètement la définition qui vient d'être donnée. C'est vrai que la petite corruption, c'est ce qu'on vit au quotidien pratiquement. On vient de dire que la corruption au Mali est systémique et endémique. Systémique dans le sens que ça concerne tous les secteurs. Même si le montant est dérisoire, on appelle ça la petite corruption. Oui, il n'y a pas, c'est pas forcément le montant. C'est plutôt les personnes, les acteurs qui sont concernés. La petite corruption met en relation l'usager, comme vous et moi, face à un tenant d'un pouvoir public ou privé qui doit prendre une décision, alors que la grande corruption, c'est ce qui se fait à un niveau, un petit niveau, au niveau de la grande administration, au niveau des grands décideurs, et c'est des montants énormes effectivement qui sont engagés. Mais en termes d'effet, en termes d'impact
sur la société, c'est vrai que la grande corruption a des impacts économiques. Là, monsieur le secrétaire permanent, des rapports du bureau du vérificateur général évoquent des centaines de milliards de francs CFA perdus au-delà des chiffres. Quel est l'impact réel de ce fléau sur les infrastructures, la santé et l'éducation des Maliens? Ces milliards dont vous venez d'évoquer, par mesure de prudence, je vais peut-être noter que c'est présumé d'abord. Présumé dans la mesure où les juridictions compétentes ne se sont pas prononcées là-dessus. C'est vrai, le vérificateur a constaté des irrégularités financières comme irrégularités administratives. Si c'est des irrégularités administratives, il peut vraiment émettre des recommandations. Et comme on parle ici d'argent, irrégularité financière, c'est de saisir les autorités compétentes. Absolument. Donc, pour le moment, on peut dire que c'est présumé. Mais de toutes les façons, des milliards présumés quand même irréguliers, nous estimons que ça joue un impact vraiment néfaste, négatif, sur toutes ces infrastructures dont vous venez d'évoquer. Et on considère la corruption comme celle qui vole. Elle vole quoi? Elle vole le budget des routes. Vous venez d'évoquer l'impact sur nos routes. Si le budget d'une route est vraiment volé, nous estimons que la route construite à cet effet n'aura vraiment pas la consistance qu'il fallait pour pouvoir vraiment jouer son rôle dans l'économie du pays. Si elle vole le budget de l'école, ça veut dire que nous restons vraiment sans vraiment des édifices dignes de ce nom pour pouvoir vraiment éduquer nos enfants. Mais si elle vole aussi le budget de la santé, nous estimons que vraiment on peut, être indépendamment de nos volontés, voir vraiment des centaines ou des milliers quand même d'âmes qui sont en train effectivement de partir comme ça lorsqu'on pouvait échapper. Effectivement, ça a un impact sur tout ce que vous venez de dire, les routes, la santé, l'éducation, aussi le transport. Bref, tous les secteurs sont vraiment concernés. En plus de ce que vous venez de citer, d'autres secteurs vont vraiment connaître effectivement l'impact néfaste de ces milliards détournés. Oui. D'accord. Merci. De quelle manière la corruption affecte-t-elle la croissance économique d'un pays et l'attractivité des investissements étrangers, sans oublier le climat des affaires, la compétitivité et l'équité des marchés pour les entreprises nationales? Monsieur l'expert. Oui, merci. Peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit détour par rapport aux acteurs de la chaîne anticorruption. Je crois qu'on les connaît un peu, mais ce n'est pas sûr qu'on les met à leur place. En tout cas, dans la perception de Maliens lambda, on a l'impression qu'il y a beaucoup de structures de lutte contre la corruption, mais je pense plutôt, en tout cas selon mon observation, qu'on ne comprend pas bien qui fait quoi. Dans la lutte, la chaîne anticorruption, il y a essentiellement cinq niveaux qu'il faut voir. Et il y a le niveau de la planification, du suivi et évaluation, c'est un niveau où on essaie de prévoir, d'anticiper, d'élaborer des politiques, des réglementations pour lutter contre la corruption. Et le ministère qui est représenté ici par M. Konaté est essentiellement dans cela, dans la planification et le suivi et l'évaluation de la corruption. Et il y a la prévention de la corruption, parce que chez nous, on a tendance à courir derrière le fait accompli. C'est-à-dire on attend que l'acte soit posé et on essaie d'aller corriger. Alors que la chaîne anticorruption met en place des mécanismes qui permettent d'anticiper, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet de corruption. Et dans ça, il y a, bien sûr, pour ceux qui connaissent, maîtrisent la chaîne de la dépense publique, il y a le contrôle financier au niveau du ministère des Finances. Aucune dépense, aucun franc ne peut être dépensé si ce n'est validé par ce service-là. Et il y a aussi
l'autorité de régulation des marchés, il y a les organisations de la société civile et il y a les médias. Les médias que vous êtes. Donc, ça, c'est des acteurs qui sont classés dans la catégorie de ceux qui assurent la prévention pour qu'il n'y ait pas ou pour qu'il y ait moins de corruption. Il y a la détection. Le vérificateur fait partie des structures qui doivent contribuer à la détection des faits de corruption. Et il y a bien sûr d'autres structures comme la cellule, la CASCA, comme le CLEI, comme la CENTIF, etc. Et même le contrôle général des services publics, parce que eux, c'est des structures de contrôle. Le contrôle, donc, c'est a posteriori qu'ils peuvent déceler des cas qu'ils soupçonnent de corruption. Mais ils ne peuvent pas qualifier les faits de corruption. Parce que ouais, c'est là que le rapport du vérificateur peut dire il y a 33 milliards, 4 milliards, 5 milliards qui sont qui ne sont pas mis à leur place, mais ce n'est pas encore de la corruption. C'est à un autre niveau que cela peut être qualifié avec les éléments. Et c'est justement au niveau de c'est ça qu'on appelle la répression, au niveau des services de la justice, qui essaie de voir ce qui est rapporté par ces services de contrôle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une infraction assimilée à la corruption? Est-ce que c'est de la corruption? Et qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Donc, et enfin, la réparation. Lorsque c'est constaté. Mais il faut dire que cette chaîne-là, s'il y a un seul maillon qui est défaillant, là, ça éclabousse la lutte anticorruption de façon générale. Ça compromet tout. Ça compromet presque tout. Presque tout. C'est pour ça que le pays a toutes ces structures-là et qu'il faut doter des moyens, qu'il faut renforcer, alors pour que chacun à son niveau puisse bien serrer les boulons pour qu'on puisse combattre ce phénomène. Voilà. Donc maintenant, la question de quelle manière la corruption affecte-t-elle la croissance économique d'un pays et l'attractivité des investissements étrangers, sans oublier le climat des affaires, alors, la compétitivité et l'équité des marchés pour les entreprises nationales? Tout à fait. Partons de l'investissement. Partons d'abord de l'investissement, parce qu'on investit essentiellement pour un bénéfice. C'est pour dégager, c'est pour entreprendre des activités qui vous rapportent quelque chose. Alors, si la corruption est à un niveau tel que la marge bénéficiaire que vous devrez dégager dans votre investissement n'est pas acquise, cette marge n'est pas là, parce que les 40% ou même les 50% de cette marge est donné sous forme de dessous de table, voilà. Donc, ça décourage l'investissement. Si l'investissement est découragé, c'est la croissance elle-même qui est compromise, parce que la croissance n'est autre chose que la production de biens. La production de biens dans le pays. Et si on n'investit pas, on ne peut pas produire, donc on ne peut pas assurer la croissance et le développement du pays. Et un pays qui ne se développe pas, un pays dans lequel il n'y a pas de croissance, c'est le chômage, c'est le mécontentement, c'est la pauvreté et tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ça, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Lorsqu'il y a tout ça, donc c'est le pouvoir d'achat qui est réduit. Et lorsque le pouvoir d'achat est réduit, l'investissement ne vient pas. Parce qu'on ne peut pas investir dans un contexte dans lequel il n'y a pas quelqu'un qui consomme, il n'y a pas quelqu'un qui achète, etc. etc. Donc c'est un peu ça le problème, et la corruption, ouais, c'est un mal. D'accord. Alors, M. Konaté, si une réforme prioritaire devrait être mise en œuvre immédiatement pour impacter durablement la lutte contre la corruption dans notre pays, quelle serait cette réforme et pourquoi? Tout de suite, si on me demande de proposer, je vais proposer une seule réforme pour le moment. Oui. Peut-être les autres sont à réfléchir. D'accord. C'est vraiment la mise en place d'un cadre cohérent de concertation entre les acteurs de la chaîne de lutte contre la corruption. Oui. Cadre. Oui.
un cadre cohérent, formel, de concertation entre les acteurs de la chaîne de lutte contre la corruption. Nous estimons que c'est une grande réforme. Si on parvient à mettre cette réforme sur place, nous estimons qu'on aura beaucoup fait en matière de lutte contre la corruption. D'accord. Ouais. C'est compris. Justement, dans le cadre des réformes, notre pays a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cet outil qui prévoit un plan d'action quinquennal est déjà à pied d'œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Alors, monsieur le secrétaire permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, c'est comment cette stratégie ainsi que le contexte de l'élaboration et l'organe de pilotage. Avant de parler de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, il serait vraiment judicieux de parler un peu de l'existant avant même cette stratégie. Très rapidement. Depuis 2008, nous avons vraiment connu les états des lieux sur la corruption. Nous avons aussi un code d'éthique et de transparence. Nous avons une loi relative à la lutte contre l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux. Nous avons pris des engagements internationaux qui doivent nous amener quand même à avoir une stratégie ou une politique de lutte contre la corruption. Il y a aussi les recommandations, les 517 recommandations des assises nationales de la refondation. Parmi ces 517, il y a vraiment quelques-unes qui se sont penchées vers la lutte contre la corruption de façon implacable. Et un manque de cadre cohérent de lutte contre la corruption, voilà tout ceci qui nous amène effectivement à réfléchir une stratégie qui a été vraiment élaborée. Et le document de stratégie est composé de 4 axes principaux. Et ce sont ces axes qui constituent même sa colonne vertébrale. Il s'agit dans un premier temps de l'axe gouvernance et réforme. Là, on a estimé quand même qu'il faut vraiment la bonne gouvernance, il faut vraiment des réformes nécessaires pour pouvoir lutter contre la corruption. Là, il y a cet axe-là qui est planché pour ça. Il y a aussi le deuxième axe qui concerne la prévention des faits de corruption. Là, il faut peut-être amener un système ou faire en sorte que les corrompus ou les corrupteurs ne se voient même pas. C'est un exemple voilà, de prévention. La dématérialisation des actes et procédures des services publics. Il y a le troisième axe qui concerne la répression, parce que quand les deux marchent, et toujours il y a corruption, il faut vraiment réprimer. Il faut vraiment voilà, sanctionner. Agir. Il faut agir, parce qu'on parle même de tolérance zéro. Et après maintenant, cet axe de répression, il y a l'axe qui concerne la communication. Un aspect très important. Un aspect très important, parce qu'il faut communiquer sur la prévention, il faut communiquer sur même les cas de répression, il faut communiquer sur la transparence, il faut vraiment communiquer sur la redevabilité, il faut vraiment sensibiliser les citoyens des conséquences néfastes de ces fléaux-là. Au niveau de chaque axe, il y a un objectif spécifique qui est collé. Donc 4 axes stratégiques, 4 objectifs spécifiques. Et pour la réalisation de chaque objectif spécifique, il faut des objectifs opérationnels et qui sont au nombre de 17 dans ce document-là. Et il y a 36 résultats qui sont attendus, mais tous ceux-ci sont adossés sur 82 actions qui constituent carrément le plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le plan d'action 2023, 2022, 2027. Voilà un peu l'ossature de ce document de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais vous avez parlé aussi du cadre institutionnel de pilotage, comment on met en œuvre. Absolument, oui. Là, il y a 3 organes qui sont prévus. Le premier est intitulé le Conseil d'orientation, qui est présidé par le Premier ministre, entouré par d'autres ministres. Comme son nom l'indique, Conseil d'orientation qui donne les grandes orientations, qui décide de l'opportunité de renouveler encore le plan à l'arrivée du terme. Mais il y a le comité de pilotage stratégique. Et ce comité est présidé par le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, qui comprend à peu près 22 représentants.
il y a le représentant de l'ensemble de ces structures impliquées dans la lutte contre la corruption, il y a les représentants des organisations de la société civile, mais il y a aussi les représentants du secteur privé. À côté maintenant de ces deux, il y a le secrétariat permanent qui est chargé maintenant du suivi de la mise en œuvre des actions prévues dans le plan là. Donc nous assurons le suivi de la mise en œuvre. Nous travaillons sur les rapports de l'état de la corruption, mais nous travaillons aussi sur les rapports de l'état de la mise en œuvre de ce plan d'action, de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais en dehors de ces cadres institutionnels, il y a un autre cadre, mais qui est hors maintenant gouvernement, qui appartient aux organisations de la société civile, qui est dénommé Observatoire des organisations de la société civile. Et en prélude de la mise en œuvre de cet observatoire, nous avons travaillé sur la cartographie des OSC qui sont engagés dans la lutte contre la corruption et qui vont nous donner maintenant les directives pour pouvoir mettre en place cet observatoire-là. Voilà, entre autres, M. Aldouma, ce que nous avons dans ces documents de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors, je reste toujours avec vous. En quoi la lutte contre ces fléaux fait partie des objectifs des autorités de la transition? Les autorités de la transition ont estimé que c'est une épine, la corruption. C'est une épine, et c'est pourquoi ils l'ont fait d'un cheval de bataille. Depuis 2021, le plan de travail de la transition, le plan du travail gouvernemental adopté par le CNT a vraiment s'est penché sur cette lutte contre la corruption, surtout en son axe 4, qui comprend une série d'activités et qui sont vraiment orientées vers la lutte contre la corruption. Parce que sans lutter contre la corruption, nous estimons que le pays-là ne peut pas aller de l'avant. Or, l'idée ou le souci des plus hautes autorités aujourd'hui, c'est de vraiment faire en sorte que ces pays-là soient classés, comme l'expert vient de dire, dans des meilleurs rangs maintenant. Absolument. Voilà, donc c'est ça le but, et c'est pourquoi il y a eu vraiment ces actions qui sont en train d'être posées pour pouvoir lutter contre la corruption. Et aussi, nous avons prévu, il est prévu dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026, la vulgarisation ou des sessions d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dans 8 localités. Vous y êtes déjà, hein? Oui, nous sommes déjà là-dessus. Et sur les 8 prévus, juste depuis le mois de juillet à maintenant, nous avons tenu la 7e session au niveau de Djoïla pour dire que sur les 8 prévus, il reste juste une seule session. Nous allons tenir cette dernière session ici à Bamako pour dire que vraiment à combien de fois nous sommes vraiment engagés pour pouvoir vraiment respecter nos engagements de lutte contre la corruption. Alors ces ateliers de vulgarisation dans les différentes localités que vous êtes rendus, comment ils ont été, comment la population donc, a trouvé ces sessions? C'était comment? La population a vraiment reçu ces sessions à bras ouverts. On a vu que vous avez été à Tsegou, nous avons été à Tsegou, nous avons été à Koulikoro, à Poukouni, à Sikasso, récemment à Kita et puis à Djoïla. Au niveau de toutes ces régions, vraiment la population nous a accueillis à bras ouverts. Parce qu'on a estimé que avoir un document, c'est vraiment une chose, mais il faut vraiment partager le contenu de ce document-là avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Donc nous avons estimé qu'à Bamako, seulement on ne peut pas être là et puis mettre en œuvre toute une stratégie. C'est une stratégie nationale qui appartient à tous les Maliens. Et c'est pourquoi ils sont quand même heureux de voir vraiment des compatriotes qui viennent avec des documents précieux. C'est vrai, ces documents ont été confectionnés ici avec quand même des représentations par-ci par-là, mais nous avons décidé d'aller vers eux pour qu'ils puissent vraiment comprendre le contenu et avoir maintenant leur engagement dans sa mise en œuvre. Et là-bas, ils se sont vraiment engagés à accompagner la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Oui, la stratégie a été bien accueillie dans les différentes localités qui nous ont vraiment reçus.
Très bien. Merci. Alors, monsieur le consultant, monsieur l'expert, et voir également monsieur le spécialiste anticorruption, comment vous évaluez l'efficacité de la stratégie Alors, qui est à pied d'œuvre depuis quelques temps? Oui, je dois dire que moi j'ai été impliqué dans l'élaboration de la stratégie qui a été validée par le gouvernement, je crois en 2023 déjà, qu'il fallait mettre en œuvre. Maintenant, je viens d'écouter le secrétaire permanent qui a en charge la mise en œuvre de cette stratégie et je suis un peu rassuré. Je me dis que oui, le train a démarré et les activités sont en cours de route. En 2027, c'est la fin du plan d'action. Je ne sais pas s'il y a eu une évaluation déjà, mais dans tous les cas, pour revenir un peu à votre question, s'il y a une seule chose à faire, c'est la mise en œuvre de cette stratégie. Il faut appliquer, essayer de respecter dans la mesure du possible les délais, le timing qui est donné dans le plan d'action et essayer de réaliser toutes les activités prévues dans ce plan d'action. Ce n'est pas des activités qui sont au-dessus de nos moyens. Ça doit juste être porté par une volonté politique. Il y a une très grande part de volonté politique dans cette première phase de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption. Il faut que le citoyen comprenne que les autorités ont cette lutte-là à cœur et que rien ne sera toléré. Et on va faire en sorte que nous soyons mieux classés la prochaine fois, déjà par rapport, dans le rapport de 2026 ou 2025, qu'on soit mieux classés parce que c'est tout simplement pas... Voilà, quand vous connaissez la vérité, c'est frustrant et pourtant, ce qui doit se faire n'est pas au-dessus de nos moyens. Alors donc, nous qui avons aidé à mettre en place, à élaborer cette stratégie, nous sommes heureux d'apprendre que les actions sont en cours et voilà que les premiers rapports, que les premières évaluations vont sortir bientôt. Nous sommes là, nous sommes des Maliens et nous sommes concernés et nous ferons tout ce qui est de notre possibilité pour que le secrétariat puisse faire ce qu'il faut. Donc, au prochain classement, que je puisse dire le Mali d'abord, ensuite les autres après. On le sait vivement. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire permanent, quels sont les rapports entre votre structure et les autres organes de contrôle comme le BVG, le CLEI, la Cour des comptes pour garantir une bonne coordination et une approche multisectorielle? Un rapport de complémentarité dans la mesure où, comme j'avais évoqué, au niveau des organes, j'avais parlé du comité de pilotage stratégique. Et dans ce comité, toutes ces structures sont vraiment représentées. Donc c'est dire que vraiment il y a cette cohabitation, il y a cette complémentarité. Et aussi, il y a des actions qui sont prévues et qui sont vraiment mises en œuvre par l'une ou l'autre de ces structures que vous venez de citer. Il y a des actions qui sont vraiment confiées au bureau du vérificateur général. Il y a des actions, même si ce n'est pas directement confié à une structure, elles sont peut-être structures impliquées. Donc il y a la structure responsable d'une action, mais il y a aussi des structures impliquées. D'une façon ou d'une autre, ces structures-là, soit elles sont impliquées, soit elles portent directement certaines actions. Donc c'est pour dire qu'il y a cette complémentarité et on considère la stratégie comme un cadre global. N'est-ce pas? Je prends l'OCLEI de façon singulière, un exemple. Oui, c'est un cadre institutionnel, mais opérationnel. Donc la mise en œuvre des actions prévues par la stratégie nationale de lutte contre la corruption peut être portée par l'une ou l'autre de ces structures-là. Merci. On évoque dans le document aussi la dématérialisation des procédures administratives comme un moyen efficient de minimisation du facteur humain dans la persistance de la corruption. Alors, quels sont les secteurs prioritaires visés par cette digitalisation, monsieur le secrétaire permanent, rapidement?
les secteurs prévus dans cette digitalisation, je crois que on va réserver ces secteurs-là d'abord au secteur financier, les impôts, les taxes, mais il y a aussi l'administration de la police ou de la justice qui sont aussi concernés. Donc on ne peut pas attaquer tous les secteurs en même temps, mais comme vous venez de dire, certains secteurs sont en train d'être priorisés, surtout les secteurs où, au niveau desquels il faut vraiment faire en sorte que l'hémorragie soit arrêtée ou fermer les ventes de déperdition. On parlait tout à l'heure de communication parmi les axes prioritaires. Quelles sont les actions entreprises à ce niveau? Les actions entreprises à ce niveau, la vulgarisation, c'est déjà une communication. Les sessions d'appropriation qui viennent de se tenir dans les 8 localités-là rentrent dans le cadre de la communication. Et il y a d'autres actions de communication qui ont été réalisées au niveau des universités. Nous avons réalisé effectivement beaucoup de cas face aux étudiants. Mais il y a aussi d'autres qui sont vraiment prévus. C'est vrai que nous venons juste de commencer parce que quand l'expert parlait tout de suite de la fin pour 2027, pendant que la stratégie a été approuvée en 2023, mais nous estimons quand même que nous avons beaucoup fait jusque-là. Il y a des actions de communication qui sont prévues, mais en réalité, nous avons commencé d'abord par faire connaître le contenu. Mais après ça, maintenant, il y a d'autres sessions qui sont prévues pour atteindre les femmes, pour atteindre les étudiants, bref, les paysans, ainsi, entre autres. D'accord. Alors, quelle est la vision d'ici à l'horizon 2032 de la stratégie pour le Mali et quel rôle cette vision attribue-t-elle aux simples citoyens comme premier rempart la lutte contre la corruption? La vision, le Mali dispose désormais d'un mécanisme opérationnel et efficace de lutte contre la corruption et de promotion de bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles d'éthique et de transparence. C'est vraiment ça, la vision de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce qui est bien dit. Et là, maintenant, ça va demander la mise en œuvre ou l'atteinte de ces visions dépend de l'implication de tout un chacun, sans exception. L'indépendance de la justice, la transparence, la redevabilité, l'engagement citoyen, entre autres, pour pouvoir vraiment atteindre cette vision-là. Merci. Nous allons à présent aborder le dernier point de ce débat qui concerne les perspectives et je commence par l'expert, le spécialiste anticorruption Ibrahima Silla. Alors, perspectives. Oui, les perspectives, les perspectives pour nous au Mali ici, c'est déjà de poursuivre et de parachever le plan d'action qui a été adopté en même temps que la stratégie nationale. Et en écoutant le secrétaire permanent, très honnêtement, je pense qu'on est sur la bonne voie. D'ici à 2027, il s'agira de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, à l'organisation des différentes sessions, les différentes réunions qui permettent d'apprécier et de procéder à la reprogrammation, parce que vous avez dit au début que la stratégie c'est jusqu'en 2030. Donc c'est une série de plans d'action qui seront initiés. Donc à la fin de ce premier plan d'action, il faudrait qu'on ait, sur la base des résultats de l'évaluation qui sera opérée, il faudrait qu'on ait un second plan d'action. Alors pour, in fine, aboutir à des instruments efficaces de lutte contre la corruption. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, comme on le dit. Zéro corruption, c'est une vision, on a besoin de ça, mais ça va être difficile qu'on y arrive. Aujourd'hui, en Afrique, le premier pays qui est le moins corrompu, c'est les Seychelles, mais ils n'ont pas 100% des points. Cela veut dire que
tu as beau lutter, ça va être difficile d'atteindre le niveau zéro corruption. Ce qui est recherché véritablement, c'est d'avoir le mécanisme, une chaîne de lutte anticorruption telle que décrite tout à l'heure, qui vous permet, même en cas de corruption, vous avez les moyens de réprimer, d'attraper les corrupteurs, de les juger, de les faire payer l'acte. Parce que l'acte de corruption, c'est un fait d'homme, quoi. Tant qu'il y a des hommes, la tentation sera là de prendre un peu plus si personne ne vous voit. En tout cas, c'est bien compris. Alors, monsieur le secrétaire permanent, qu'est-ce qui est prévu en termes de perspectives? Quel est ce message que vous avez à l'endroit de la population? D'abord, perspective, il s'agit pour nous de continuer la mise en œuvre et d'atteindre les objectifs à cet effet en 2027. Nous avons aussi travaillé tout de suite sur une étude relative aux besoins de renforcement des capacités des structures impliquées dans la lutte contre la corruption. Et là, la mise en œuvre constitue aussi une perspective pour nous, parce qu'il faut aussi aller dans la formation ou aller vers le renforcement des capacités des uns et des autres. Maintenant, message à l'endroit du citoyen ou des citoyens, c'est de demander à chacun d'être un leader éthique. Que chacun essaye de se poser la question de savoir qu'est-ce qui va être son comportement vis-à-vis du bien public. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un responsable qui accepte de faire cette introspection, essayer de ramener son passé dans son présent. Qu'est-ce que mes parents faisaient? Qu'est-ce qu'ils refusaient? Moi, je ramène ça en moi et me comporter comme eux. Mais il doit aussi se projeter dans l'avenir et s'efforcer pour retirer, faire venir maintenant cet avenir-là au présent et se demander qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants afin maintenant qu'ils puissent vraiment bien préparer leur avenir. Bref, c'est pour dire que aux citoyens, soyez vraiment responsables éthiques. Merci. Voilà, et c'est sur ces messages d'espoir et plein de signification que s'achève ce numéro de questions d'actualité sur la corruption et ses impacts au Mali. Et nos invités étaient Ibrahima Silla, expert consultant, spécialiste anti-corruption. Merci, monsieur Silla. Merci. Et également Aboubakar Konaté. Il est le secrétaire permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Merci, monsieur Konaté. Merci à lui. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments de télévision à notre compagnie.